Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation d'une publication élaborée en partenariat avec le cabinet Henkel Avocat, qui aborde donc sous forme de questions-réponses l'intégration de l'économie circulaire dans le secteur du BTP. Je laisse donc la parole à Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC, pour ouvrir ce webinaire. Donc bonjour, déjà merci à tous d'être présents en ce jeudi. Alors ce webinaire, en fait, il s'inscrit dans le cadre d'un un peu de cycle qu'on organise. Alors des webinaires très ouverts sur des sujets assez larges qu'on a pu monter depuis le mois de décembre, avec cet objectif de revenir sur des concepts un peu assez larges en matière d'économie circulaire, donc la réparabilité, le mieux-disant dans la commande publique, la question des REP. Et à côté de ça, on a aussi voulu travailler sur des questions plus techniques à destination vraiment des experts du secteur. Alors le premier a eu lieu, on a parlé du décret de l'article 58, je pense qu'il concerne un certain nombre d'entre vous aussi, décret de l'article 58 de la loi AGEC sur l'intégration de MPR dans la commande publique, donc qui, voilà, pour ceux d'entre vous qui auraient pu y participer, qui posait encore beaucoup de questions, et ça avait été l'occasion d'y répondre avec un peu la rédactrice de ce décret, celle qui tenait la plume et qui a pu nous expliquer non seulement ce qu'il y avait dans ce texte et les suites. Là, dans la lignée, comme vient de l'indiquer Pauline, l'idée est vraiment de rentrer dans le dur quand même. Alors, en restant large aussi, on va pas faire des cas pratiques, mais d'être vraiment dans une logique de comment le secteur du BTP, qui là encore une fois je vous l'apprends pas, est particulièrement significatif en matière de déchets, comment on peut vraiment mobiliser, changer les choses pour être dans une logique qui soit plus économe de ressources. Alors pour ce faire, on a travaillé sur un document, effectivement sous forme de questions-réponses, avec vraiment l'idée de se dire que pour que ça marche, il faut être en capacité de donner des réponses qui soient des réponses opérationnelles. On le voit bien au travers de nos groupes de travail sur le bâtiment. C'est souvent très technique. Il y a des experts au sein des structures qui vont connaître ça, mais au moment de la mise en œuvre, pour les opérationnels, c'est parfois un petit peu compliqué de comprendre les tenants et les aboutissants, et dans les différents freins qui peuvent exister à la non mise en œuvre de stratégies d'économie circulaire. Il y a alors celle dont on parle souvent, le frein économique, qui est évidemment très important, mais il y en a d'autres. Alors il y a le frein juridique qui peut être soit que la norme n'existe pas, ou alors qu'elle est mal comprise, et également la nécessité de changement de comportement qui est pas si simple que ça, d'autant plus quand le cadre est mal connu. Donc voilà, vraiment l'ambition à la fois de ce document et des échanges ce matin, c'est dans un contexte de multiplicité de normes. Il y a la vague rénovation au niveau européen, la loi AGEC en France et les décrets qui vont venir, mais également des éléments qui sont en train d'apparaître dans les discussions du projet de loi climat, d'apporter de la clarté, d'essayer de poser les bonnes questions, d'apporter les bonnes réponses, peut-être de trouver d'ailleurs de nouvelles questions, et de pouvoir avoir cet échange avec vous, avec donc Pauline Tiberge, qui est notre experte à l'INEC sur ces questions-là, et Karl Henkel, que vous connaissez déjà sans doute, qui est un avocat expert reconnu sur ces questions, et qui nous a fait le bonheur et le plaisir d'accepter de travailler avec nous sur cette publication, donc qu'on va avoir le plaisir de vous présenter. Merci à tous. Merci beaucoup, Emmanuelle. Donc effectivement, pour capitaliser les informations réunies grâce aux différentes réunions du GT et rassembler les contributions des participants et des membres du COPIL du GT, notre volonté dans ce document, c'est vraiment donc de sensibiliser sur les enjeux d'économie circulaire dans le BTP, mais aussi d'informer des techniques, des outils et des grandes étapes à respecter pour réussir son projet d'économie circulaire. Donc nous sommes partis du constat que traiter des notions et des concepts d'économie circulaire dans les opérations et chantiers du BTP pouvait souvent s'avérer technique et complexe. Donc notre ambition dans ce livrable, c'est donc de traiter de ces thématiques dans un format plus pédagogique, plus didactique, donc sous forme de questions-réponses, pour adresser des sujets aussi bien techniques et spécifiques que généraux,
pour faciliter l'intégration de l'économie circulaire dans le BTP. Donc l'avantage, c'est de pouvoir enrichir ce document avec de nouvelles questions et de mettre à jour les thématiques traitées à l'aune de l'actualité réglementaire sur le sujet. Donc notre ambition également consiste à ce que ce soit un document vraiment opérationnel, directement utilisable par les acteurs opérant dans le secteur du BTP et souhaitant donc mener un projet d'économie circulaire. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons associé à l'élaboration de ce document un certain nombre d'acteurs pour tester l'opérationnalité des sujets abordés. Donc les membres du COPIL du GT Bâtiment, bien sûr, ont participé à l'élaboration de ce document, donc le BRGM, le CSTB, Postimo et Cobati. Nous souhaitons également remercier les contributions d'autres acteurs, et notamment donc, du CEREMA, des On ne t'entend plus, Pauline. Le son a été coupé, Pauline. Le micro. Ah, je crois qu'on a perdu Pauline. En tout cas, on n'entend plus votre voix. Donc, peut-être reprendre la main là-dessus. Donc, la destination, comme on l'indiquait un petit peu en préambule. Donc déjà, voilà, slide d'avant qui n'a pas pu aller au bout, la participation de pas mal d'acteurs, donc COPIL Bâtiment et CEREMA, IFAGE, des architectes, une logique aussi d'intégrer à la fois des entreprises et des territoires, parce que c'est évidemment cela qui a du sens en matière de projets bâtiments, projets BTP, économie circulaire. Et slide d'après. Ouais. Ah, Pauline est revenue. Désolée, c'est revenu. Mon micro a été coupé, autant pour moi. Et donc oui, merci beaucoup Emmanuel. Donc effectivement, ce document, il a été élaboré avec un panel d'acteurs représentatifs, comme tu viens de le dire. Mais cette publication a aussi vocation à s'adresser à l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs du BTP. Et donc à la fois des aménageurs, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises prestataires, mais aussi des producteurs, des distributeurs, les acteurs de la valorisation, ainsi que les financeurs et les fonds ou structures d'investissement. Donc, concernant les thématiques abordées par cette publication, 2 domaines concernés dans ce document, divisés chacun en 3 sous-thématiques. Première thématique pour initier un projet d'économie circulaire dans le BTP. La deuxième pour concrétiser son projet d'économie circulaire dans le BTP. Donc, pour initier son projet d'économie circulaire, nous avons traité dans un premier temps la question du lancement du projet d'économie circulaire avec la question, par exemple, des obligations légales à respecter ou la place des démarches volontaires ou de l'expérimentation dans ce genre de projet. Ensuite, donc, la thématique de la hiérarchie des modes de traitement, qui aborde la question des définitions, mais aussi la question du pourquoi et comment favoriser le réemploi et la réutilisation dans les projets d'économie circulaire. Enfin, pour initier un projet d'économie circulaire, nous traitons la question de l'encadrement de la responsabilité. Et donc, pour concrétiser un projet d'économie circulaire dans le BTP, nous avons abordé dans un premier temps la question de la déconstruction, de la rénovation et de la réhabilitation, avec les sujets des diagnostics et des tests à réaliser, par exemple, puis la question afférente à la construction, par exemple, sur comment connaître et garantir la performance des produits et matériaux utilisés. Et enfin, en abordant dans un dernier temps l'anticipation du cadre contractuel en traitant de la transposition dans les marchés publics des obligations liées au réemploi ou les formalités à respecter en cas de donation, par exemple. Donc, ce panorama global effectué pour présenter ce document, je passe la parole à Karl Henkel, avocat spécialisé en droit de l'environnement du cabinet Henkel Avocat. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que la connexion sera stable en ce qui me concerne aussi. J'ai effectivement le plaisir de pouvoir
m'exprimer devant vous là ce matin. Je vois qu'il y a une cinquantaine de participants à ce webinaire. Pour tout d'abord vous donner un petit mot sur la philosophie de la démarche, même si ça a déjà été bien expliqué par Emmanuel et Pauline, je vais essayer de ne pas paraphraser ce qui a été dit. J'ajouterai simplement que, effectivement, l'intérêt, il me semble, de la démarche de cette foire aux questions sous forme de questions-réponses, qui est diffusée, publiée à partir d'aujourd'hui par l'Institut de l'économie circulaire, c'est de pouvoir vraiment, effectivement, répondre de manière assez, dans un format assez court, à des questions qu'on peut se poser quand on aborde le sujet ou quand on l'approfondit. Donc, les membres, les participants du groupe de travail qui connaissent bien les problématiques vont pas forcément systématiquement découvrir des choses importantes ou ils vont peut-être se faire confirmer des informations qu'ils avaient déjà. En revanche, ceux qui s'intéressent plus récemment au sujet vont pouvoir, à travers ce document, sa vocation, c'est de les rassurer ou de les orienter sans pour autant leur imposer, leur infliger la lecture d'un pensum ou d'un livre blanc qui ferait 80 ou 100 pages et que personne ne lira. L'idée, ce n'était pas de faire un document supplémentaire qui sera mis sur la pile du bureau, mais quelque chose de très opérationnel. On peut commencer par la fin, par le milieu, par le début. On n'est pas obligé de lire l'ensemble des questions dans l'ordre. On peut aller directement à la question qui nous intéresse. C'est l'intérêt du document, avec des questions qui sont opérationnelles et des réponses qui se veulent, dont on a souhaité qu'elles soient courtes et explicatives. Alors évidemment, c'est du work in progress, comme l'a dit Pauline. C'est un document, c'est aussi son intérêt, qui a vocation à être enrichi au fur et à mesure des nouvelles questions qui vont émerger. Les questions qu'on se pose en 2021 sur l'économie circulaire ne sont pas les mêmes que celles qu'on se posait en 2017-2018. Et les travaux législatifs, les travaux réglementaires, les préoccupations opérationnelles, contractuelles, font qu'aujourd'hui, on est sur des enjeux de dons, de réemploi, de commande publique, d'assurance, qui sont plus pointus que les questions de statut de déchets ou de recyclage qu'on se posait encore il y a quelques années et qui sont pour partie d'entre elles déjà relativement bien encadrées, même s'il y a encore des marges de progression à faire. Voilà, donc c'est l'intérêt de ce document, c'est d'essayer de pouvoir apporter un éclairage complet et néanmoins sans survoler, de donner des réponses précises à des questions sur un format court. Oui. Merci beaucoup, Karl. Donc, effectivement, l'intérêt de cette présentation maintenant, c'est de revenir plus spécifiquement sur certaines questions qui ont été traitées dans le document avant de laisser un temps d'échange aux participants connectés ce matin. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Elles vont apparaître aux yeux de tous et donc on les traitera ensuite vraiment dans une partie dédiée. Donc, n'hésitez pas d'ici là à voter pour les questions qui vous semblent être pertinentes ou à les préciser par écrit. Ça nous permettra plus facilement, nous, d'identifier les sujets qu'on traitera par la suite. Donc, Karl, pour revenir sur ces questions, est-ce que vous avez le sentiment que la législation, la réglementation et les normes sont adaptées aux enjeux d'économie circulaire dans le secteur du bâtiment? Voilà, écoutez, on a choisi cette première question, vous voyez, elle porte le numéro 4, puisque les questions du fascicule, si on avait une session physique, on aurait pu vous distribuer et pouvoir échanger matériellement avec le document. On est tous en confinement ou presque avec cette visioconférence, mais effectivement, quelqu'un a déjà posé la question et il vous a été répondu que le document serait bien évidemment transmis et mis en ligne, accessible à tous, et que la session d'ailleurs était enregistrée, ce qu'elle pourrait être visionnée par les absents. L'une des questions à laquelle j'ai répondu et mon cabinet a répondu, puisque en tant qu'avocat, évidemment, on est surtout intéressé aux aspects juridiques du sujet, c'était la question du rôle de la législation, de la réglementation dans les enjeux au sens large de l'économie circulaire. Donc, pour y répondre, j'ai toujours tendance à dire que deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas attendre que la législation soit exactement compatible avec nos projets pour les avancer, puisque sinon, on risque d'attendre parfois longtemps. Et la seconde, c'est qui est proche de la première, du reste, c'est que j'avais souvent tendance à dire que la législation a un temps de retard, puisque la règle de droit, que ce soit pour l'économie circulaire, mais pour la protection de l'environnement au sens large, c'est l'expression de la volonté de la société à un moment donné de son histoire. Simplement, ce qu'on observe depuis maintenant quelques années, je dirais, c'est tout de même un gros rattrapage de la législation.
Pour le droit français, on a vu la succession de lois depuis Grenelle 2, LTECV, AGEC, loi climat maintenant à venir. Donc on a des lois assez régulièrement qui comportent de nombreuses dispositions qui gravitent autour de ces sujets-là et qui donc par accumulation, même si on peut parfois se tromper, le législateur peut rater sa cible, il y a quand même un intérêt croissant et des textes de plus en plus fins et qui ont l'avantage de pouvoir être corrigés quand ils ont été mal conçus ou mal rédigés. Ça, c'est le premier constat. Et puis le second, c'est que pendant de nombreuses années, on avait sur ces questions-là une focalisation essentiellement sur l'énergie, sur les économies d'énergie, et qu'il y avait donc une sorte de priorité accordée aux enjeux de climat et d'énergie plutôt que sur les enjeux de matériaux et disponibilité des matériaux. Et ce qu'on observe depuis quelques temps, c'est finalement un croisement des sujets et une prise en compte des sujets de disponibilité des ressources par les réglementations sur l'énergie. On a fait le choix, avec Pauline, de répondre à cette première question par une illustration, puisque le fascicule, qui fait quelques dizaines de pages, ne peut pas traiter en profondeur tous ces sujets. Donc, il est là pour vous inciter à précisément être sensible à l'évolution du cadre réglementaire. Et on aborde la question de la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, comme un exemple d'une législation qui, justement, désormais s'adapte aux enjeux d'économie circulaire et tout particulièrement dans notre sujet d'aujourd'hui, du groupe de travail, économie circulaire du bâtiment. Pourquoi? Parce que cette RE 2020 qui a été remise à plat par la loi Elan de 2018 et qui fait l'objet d'un projet de décret qui a été mis en ligne sur le site du ministère de l'Environnement en consultation jusqu'à la mi-avril. La consultation publique vient de se terminer, donc le décret n'est pas encore publié, mais ce futur décret RE 2020, il est intéressant parce qu'il progresse, c'est un peu comme les REP, au fur et à mesure qu'on renouvelle les cahiers des charges des REP, elles sont de plus en plus opérationnelles et pratico-pratiques. Et bien là, cette RE 2020, elle prend en considération maintenant des enjeux non seulement de réduction de consommation d'énergie, comme c'était le cas de la RT 2012, à laquelle elle succède, et qui s'impose, je le rappelle, pour la RE 2020, elle s'imposera, c'est une réglementation qui concernera tous les logements dont les permis de construire seront déposés à compter d'une certaine date. Et puis, elle va aussi concerner, après, les bureaux, les bâtiments et même le tertiaire ultérieurement. Voilà, donc, c'est une réglementation qui a vocation à concerner l'ensemble des nouvelles constructions, des nouveaux bâtiments en matière donc d'économie d'énergie. Et ce qu'elle dit, c'est que désormais, cette future règle, elle prescrit des nouvelles exigences toujours sur la limitation de la consommation d'énergie, et elle intègre l'accord de Paris sur le changement climatique, et elle va également désormais tracer et prendre en compte l'impact environnemental des matériaux qui seront utilisés pour construire les bâtiments de demain. Donc ça, c'est le point intéressant et qui d'ailleurs avait été soulevé dans le cadre des échanges avec le groupe de travail. L'intérêt de l'interactivité, justement, de la pluridisciplinarité autour de ces sujets-là est essentiel. Et donc, dans le code de la construction et de l'habitation, qui est un code qui comporte de nombreuses règles en matière d'économie circulaire, il n'y a pas du tout seulement le code de l'environnement, il y a aussi le CCH, code de la construction et de l'habitation, pour ce qui est du bâtiment, et bien fondé sur l'analyse du cycle de vie, cet enjeu d'analyse du cycle de vie, l'autorité réglementaire a prescrit dans l'annexe, c'est souvent dans les détails que ces questions-là sont traitées, le fait que lorsqu'on utilisera des composants, des produits de construction par exemple, ou des équipements issus du réemploi, avec la définition légale du réemploi, c'est-à-dire utiliser une nouvelle fois pour un usage identique à leur usage initial, eh bien, ces matériaux seront considérés comme n'ayant aucun impact environnemental. Ça paraît évident, le fait de dire que si je réemploie, normalement l'impact est nul, mais désormais, ça va être inscrit dans la réglementation environnementale applicable aux futurs bâtiments, et c'est un point intéressant puisque c'est destiné évidemment à inciter les maîtres d'ouvrage, toute la chaîne des acteurs que Pauline vous a rapidement présenté dans la galaxie des acteurs de l'économie circulaire du bâtiment, à s'investir et à augmenter la part d'utilisation de matériaux réutilisés ou surtout réemployés. Donc c'est le slide, effectivement, j'ai anticipé sur le second slide de ma présentation. Vous avez donc voilà le texte de l'annexe 1 du futur article du Code de la construction. C'est très technique, c'est beaucoup de chiffres, qui nous dit que les composants issus du réemploi sont considérés comme n'ayant aucun impact et les valeurs des impacts pour tous les modules du cycle de vie sont donc nulles. Voilà. Bon, c'est un peu redondant, mais au moins ça a le mérite d'être clair. On
voilà, c'est la confirmation de ce que je venais de vous dire à l'instant, c'est-à-dire le non-impact des produits issus du réemploi. Et c'est un point qui maintenant va être gravé dans le marbre du décret et du code de la construction d'habitation. Merci beaucoup, Karl. Donc, les projets d'économie circulaire, comme vous l'avez souligné, sortent en quelque sorte du schéma classique. Ils génèrent donc des nouveaux besoins, ils suscitent de nouvelles questions et engendrent de nouveaux dialogues aussi. Donc, comment organiser un projet d'économie circulaire dans le BTP et surtout, quels sont les nouveaux partenariats à prévoir? Voilà, ça c'est le deuxième point. On peut peut-être passer à ce slide, construire et anticiper le cadre contractuel. L'intérêt d'un fascicule pour qu'il ne soit pas obsolète au bout de quelques semaines ou de quelques mois, c'est de ne pas seulement s'intéresser aux évolutions les plus récentes, puisqu'on vient de le voir à travers cet exemple, on a une évolution constante en matière de législation de l'environnement. C'est une particularité par rapport à d'autres corpus législatifs. L'évolution est permanente. Et donc, plus particulièrement dans l'économie circulaire du bâtiment, vous en avez conscience, on a sans arrêt des nouveaux textes, des nouvelles normes, des nouveaux labels, du reste, j'ajoute, donc du droit de la hard law, de la soft law, du droit souple, qui viennent incrémenter, qui viennent s'additionner. Et donc, on a à peine le temps d'avoir compris ou mis en œuvre la précédente législation qu'une nouvelle vient s'ajouter. Donc ça, très bien, c'est un constat qu'on peut faire. Avec ses avantages et peut-être ses inconvénients. Mais l'idée est précisément parce qu'on n'est pas en mesure d'anticiper au-delà de certaines semaines, d'un certain nombre de mois, les futures législations. L'idée du document, c'est aussi d'apporter des réflexes, de préconiser des réflexes de compréhension organisationnelle. Et ça, ce sont des constantes et qui sont le résultat, je dirais, le retour d'expérience des acteurs avec lesquels on a échangé ou sur les dossiers qu'on a nous-mêmes abordés. Et l'un des sujets, c'était notamment effectivement d'anticiper l'articulation des différentes phases d'un projet d'économie circulaire et la coopération entre les maîtres d'ouvrage. Ça, c'est par exemple les questions 24 et 26 du fascicule, sur les 30 questions. Pourquoi? Parce que la particularité d'un projet d'économie circulaire dans le bâtiment ou d'un projet de construction qui fait appel pour partie, je dirais, à des matériaux de l'économie circulaire ou à des pratiques de l'économie circulaire, c'est qu'il ne va pas pouvoir bénéficier de la disponibilité des matériaux neufs, classiquement. Hein, c'est ce constat qui est assez simple, mais qui peut être un véritable enjeu pour le maître d'ouvrage et surtout pour ces entreprises, puisqu'on n'est pas dans un schéma classique où on va avoir une garantie de disponibilité chez les fournisseurs de matériaux neufs. Donc, la préconisation et l'intérêt de la réponse à ces questions, c'est d'inciter les acteurs, au sens large, à anticiper cet objectif d'approvisionnement et de garantie de disponibilité des matériaux, donc d'anticiper leurs besoins futurs en gérant les phases de commande, de précommande des matériaux d'économie circulaire, ou bien de déconstruction, dès la phase de déconstruction, de mise à disposition de ces matériaux, et en phase pour celui qui construit de précommande et de stockage temporaire, ce qui implique également donc de penser le sujet du point de vue des banques de matériaux, au sens dématérialisé ou opérationnel, donc une coopération soit sur un aspect territorial avec une coopération entre maîtres d'ouvrage publics ou privés de déconstruction, de construction sur la mise à disposition de ces matériaux. C'est un premier constat et des premières pratiques qui semblent vertueuses, ou soit par le recours à des marketplaces, à une échelle plus large que l'échelle territoriale proche, pour mutualiser aussi des matériaux qui seraient disponibles un peu plus loin. Voilà. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir aussi lier cette préoccupation avec le diagnostic produits, matériaux, déchets, PMD, qu'on pourrait appeler diagnostic ressources pour simplifier les choses. Et ce futur diagnostic dont on ne cesse de parler et dont on a fait le choix de ne pas trop parler aujourd'hui parce qu'on l'a beaucoup abordé en groupe de travail, il va précisément permettre de recueillir de la donnée, de la data, sur justement le recensement, cette carte d'identité des bâtiments, et il va pouvoir, si dans une perspective de dématérialisation et de récollement des informations, il va pouvoir aussi justement incrémenter des bases de données pour, à condition d'avoir un accord justement sur la communication de ces informations, mais sur de la mise à disposition de matériaux en phase opérationnelle. On fait des diagnostics avant la démolition, et une fois qu'on l'a faite, on connaît déjà par anticipation les matériaux qui seront recueillis et récupérés. Voilà. Donc c'est cette interaction
entre maîtres d'ouvrage et entre entreprises qui interviennent tout au long du chantier qui nous semblait intéressant et important surtout d'aborder à travers ces deux questions. Merci Karl. Donc, une autre question qu'on a choisi de traiter sur la question de, toujours le domaine de concrétiser un projet d'économie circulaire, c'est la question en particulier du réemploi. Et donc, en fait, on est conscient que ça concentre un certain nombre d'enjeux d'économie circulaire. Le don de produits, de matériaux est un des moyens de favoriser le réemploi dans le BTP, mais la question de la responsabilité peut freiner le donateur dans sa démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que risquent concrètement les donateurs de produits et de matériaux réemployés? Voilà, ça c'est une question aussi qu'aborde le fascicule, parce qu'elle a souvent été posée, aussi bien en direct que via des groupes de travail ou des think tanks. C'est une question qui typiquement est l'illustration des questions nouvelles qui émergent sur ces sujets-là. On est, j'ai tendance à dire, challengé sur des sujets parfois auxquels on n'aurait pas pensé. Et celui-là, il part du constat opérationnel que dans la chaîne de valeur de l'économie circulaire et notamment du bâtiment, même si on souhaite tous que les matériaux aient une valeur économique positive, on sait bien que ce n'est pas le cas encore systématiquement, aussi bien en recyclage qu'en réutilisation ou réemploi. Et on a encore beaucoup une utilité à recourir aux dons pour favoriser, stimuler et vraiment différencier au niveau des aspects économiques des matériaux de seconde main, voilà, et des matériaux neufs. Et donc le don est parfois la façon qu'a un maître d'ouvrage de déconstruction de pouvoir garantir la reprise de ces matériaux qui ne restent pas stockés internellement, et pareil pour celui qui va les consommer utiliser au regard des questions pratiques et organisationnelles que ça soulève par rapport à un schéma linéaire. Eh bien, il va pouvoir aussi plus facilement convaincre ses partenaires de recourir à des matériaux de seconde main en mettant en avant qu'ils ont été donnés. Et donc ça soulève la question de la responsabilité juridique, parce que déjà, c'est du don et plus de la vente, et en plus, ça concerne des acteurs publics. Il y a des acteurs publics qui sont extrêmement moteurs. Il y en a probablement aujourd'hui présents dans notre webinar, en Ile-de-France, mais pas seulement, en région PACA, en région Rhône-Alpes, dans toutes les régions, en région Occitanie. Il y a des acteurs publics qui s'investissent énormément et qui stimulent l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment, qui s'interrogent sur mais est-ce que j'ai le droit finalement de donner des matériaux à des associations d'économie sociale et solidaire? Est-ce que j'ai le droit, dans les schémas qu'on connaît, qui font appel à l'économie circulaire et à l'économie sociale et solidaire, sans risque et à quelles conditions de faire ce geste de don qui paraît du bon sens, mais qui peut éventuellement engager ma responsabilité. Donc, on s'est posé la question pour vous, ou du moins on a essayé d'y répondre pour vous, et on a éliminé un certain nombre de sujets, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de cadre légal spécifique à ce sujet-là. Ce qui est gratuit n'intéresse pas forcément le législateur, peut-être, je ne sais pas, ou du moins, il y a moins d'enjeux à poser un texte globalisant sur cette question-là. Donc, c'est plutôt par élimination qu'on a procédé pour répondre à cette question, en disant tout d'abord, puisque c'est du don de matériaux de réemploi, on va partir du principe que les matériaux sont des matériaux et pas des déchets. Donc, dans ce cas-là, si c'est du don de matériaux de réemploi, pour être précis, le statut de déchet ne s'applique pas. Donc, le donateur ne prend pas le risque de s'exposer à la responsabilité d'un producteur ou d'un détenteur de déchets qui l'aurait mal valorisé, sous cette réserve de statut de réemploi. Ensuite, il n'est pas vendeur, mais donateur ou donataire du matériau, donc il n'agit pas en tant que vendeur auquel sont attachées des obligations d'information et de garantie dans le cadre de la vente. Donc c'est un deuxième point aussi qui singularise le don par rapport à la vente. Et enfin, c'est le point un peu plus technique du Code civil, on estime qu'il n'y a pas non plus de responsabilité du donataire au titre des produits défectueux, car le régime de responsabilité des produits défectueux qui peut poser interrogation en se disant mais le matériau de réemploi, sans connaître peut-être bien son matériau, est-ce qu'il a vraiment les mêmes caractéristiques qu'un produit neuf? C'est quand même cette idée qui peut flotter un peu, même si elle est le plus souvent, je crois, elle peut être contredite, il peut être tout à fait justifié la pleine parfaite qualité et
capacité des matériaux de réemploi ou de réutilisation ou issus du recyclage avec des matières premières secondaires à répondre aux enjeux de performance qui sont attendus. Mais toujours est-il que le régime de responsabilité des produits effectueux, on explique aussi rapidement dans le fascicule, qui ne s'applique pas, sauf si le donateur a joué un rôle supplémentaire qui a été de refaçonner le matériau. Dans ce cas-là, si le donataire a profondément modifié le matériau, donc pas seulement par une réparation ou un nettoyage, mais au point vraiment de produire un nouveau matériau. On peut imaginer quelqu'un qui transformerait à partir de cloisons, de portes, qui ferait un autre ouvrage, un meuble. Et bien là, pour le coup, on pourrait envisager qu'il a été fabricant du produit, et à ce titre qu'il engage éventuellement sa responsabilité à ce titre. Mais pour un simple don d'un matériau qui a été récupéré, nettoyé, entreposé, il n'y a pas de risque à ce titre non plus. Voilà. Donc c'est une illustration, c'est une façon aussi d'illustrer les réponses qui seront forcément courtes, et avec des choix qu'on a pris d'assumer un certain nombre aussi de positions, pas de jouer le principe de précaution systématiquement si ça nous a semblé excessif, mais de pouvoir informer et rassurer autant que possible sur ces différents enjeux. Merci beaucoup, Karl, pour tous ces éléments. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. On a une bonne demi-heure pour pouvoir les traiter. Donc, surtout, n'hésitez pas à les poser et à voter pour celles qui vous semblent pertinentes. On a également la possibilité de vous permettre de venir poser directement vos questions sur scène. Donc pour ça, Naomi pourra vous inviter à monter sur scène, ou vous pouvez le faire spontanément pour poser vos questions de vive voix si ça vous paraît plus simple. Donc comme on a vraiment un temps d'échange dédié à ce moment-là, n'hésitez surtout pas. Donc je vais reprendre les questions peut-être dans l'ordre de celles qui ont été posées. Donc effectivement, Naomi nous a répondu, le webinaire est enregistré. Le replay vous sera envoyé à l'issue de cette réunion. Ensuite, effectivement, ça ne traite pas que du bâtiment, contrairement au scope du GT bâtiment de l'INEC qui est vraiment dédié au secteur du bâtiment. Là, on a pris le parti pris aussi de traiter l'ETP. Ça nous semblait important. On avait vraiment la volonté d'aborder une panoplie de questions assez large. Donc, effectivement, ça traite du TP également. Si je fais poser la question en direct... voilà, comme ça on peut les voir apparaître à l'écran. Ça vous permettra, de Karl, aussi de pouvoir les lire en même temps. Donc ça, c'est une question d'Amélia Deron. Donc de savoir si on a un suivi particulier sur l'animation des actions concrètes mises en place sur le territoire. C'est une bonne question. Est-ce que peut-être, Amélia, vous voulez prendre la parole pour venir préciser de vive voix votre question éventuellement ? Je ne sais pas si, Naomi, tu peux peut-être l'inviter à venir sur scène éventuellement. Bonjour, Amélia. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, oui, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous avez pu présenter ce matin là, sur la première demi-heure. Nous, on a vraiment à cœur de pouvoir mener vraiment une démarche dans ce secteur du bâtiment et du réemploi. Et la question que je me pose, comme l'avait dit Emmanuel Ledoux, elle se veut opérationnelle, votre démarche. Est-ce que vous avez prévu de mettre en avant des actions concrètes? Est-ce que vous avez prévu peut-être un suivi, une animation, une démarche un peu participative, je vais dire, qui permettent de mettre en avant certaines actions qui se mettent en marche au niveau de nos territoires, pour avoir peut-être un effet d'entraînement, puisqu'on se pose tous les mêmes questions. J'ai vu pas mal de questions qui ont été posées sur le chat. Et donc, ça permettrait peut-être d'aller plus vite, d'accélérer les choses, et puis de montrer voilà que c'est possible, et concrètement identifier les bons partenariats, les bonnes méthodes. Donc, c'était un peu dans ce sens-là que j'envisageais cette question.
Alors, je sais que c'est du temps, c'est toute une organisation, mais est-ce que vous avez prévu quelque chose? Est-ce que c'est peut-être plutôt un bilan en fin d'année ou... Karl, vous voulez souhaiter Ah, répondre comme vous préférez. bah, je pense que la question s'adresse à l'Institut sur Oui, l'organisation et sur la façon dont, je crois que vous avez déjà et- communiqué sur des actions ponctuelles justement aux ouais, tout à fait. Effectivement, là, l'objet de la FAQ, c'est vraiment d'être opérationnel et que ça soit quasiment un document de travail. Après, notamment dans le cadre du GT bâtiment, l'ambition, c'est de revenir à la fois sur un cadrage réglementaire, mais aussi de mettre en avant des bonnes pratiques des acteurs du territoire, donc en leur permettant de prendre la parole et d'exprimer leurs projets, d'expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants. Donc ça, c'est des choses qui, effectivement, prennent part dans le cadre du GT. Après, voilà, bien évidemment, c'est l'objectif aussi de l'Institut, c'est de mettre en avant les bonnes pratiques et de favoriser leur diffusion et leur massification sur l'ensemble du territoire. Donc, non, on reste à l'écoute de toutes ces mises en œuvre, bien évidemment. Merci. Alors, je reprends le fil des questions. Hop. On a donc une question peut-être un peu plus précise. Je la mets pareil sur l'ensemble de l'écran, qui traite plutôt des ressources alternatives minérales secondaires. Effectivement, on parle beaucoup dans le document du réemploi, de la réutilisation et tout ce qui va être l'intégration des matières premières recyclées. On ne traite pas spécialement directement dans le document cette question-là, mais on a par ailleurs des études qui ont été menées par l'Institut sur le sujet, notamment, je pense, au MACHFER. Est-ce que, encore une fois, vous voulez venir peut-être prendre la parole, expliquer votre interrogation et votre position sur le sujet? N'hésitez pas, de vive voix, c'est toujours... on a du temps, donc n'hésitez pas. Donc, Oui, je peux apporter une réponse. Enfin, si la personne veut peut-être en direct venir sur la tribune présenter sa question, sinon on peut y répondre de cette manière. Bah, j'aurais envie de dire de manière un petit peu amusante que c'est toujours la particularité de ce sujet qui se rattache au BTP, ce vocable franco-français, un bâtiment travaux publics. Les Anglais connaissent pas ce terme-là, ils utilisent C&D waste, Construction and Demolition Waste. Nous, c'est déchets du BTP. Et c'est vrai que par ce vocable, par cet acronyme, on adore les acronymes en France, on a un scope de 240 millions de tonnes de déchets concernés. Donc, c'est considérable. Et c'est vrai que l'enjeu, on s'est beaucoup posé la question avec l'Institut quand on a conçu cette fac, c'était de dire est-ce qu'on couvre comme le GT bâtiment, le bâtiment, ou est-ce qu'on extrapole aussi au TP? Et on a fait le choix, effectivement, de ne pas fermer le sujet au TP, parce que d'ailleurs, la frontière est parfois assez étroite. On le voit d'ailleurs pour la REP bâtiment, qui concerne également les inertes. Et donc, les inertes du bâtiment, c'est quand même beaucoup une famille très proche de celle des TP. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on traite un sujet et qu'on aborde le bâtiment, les gens du TP nous disent mais est-ce que vous n'avez pas un peu négligé les aspects sur matières premières secondaires? Et si on fait le contraire, si on aborde des sujets qui sont tout à fait indispensables, et je vais y venir, des sujets recyclage, il y a les acteurs du réemploi qui nous disent oui, mais nous, on n'a pas trouvé de réponse à nos questions. Donc, ces deux familles, en fait, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que ce sont deux familles qui ont des points de convergence, des intérêts et des enjeux communs, mais pas toujours, en fait. Hein. Vous n'avez pas les mêmes problématiques. Donc, voilà, vous êtes tous dans la hiérarchie des modes de traitement. Hein. Si je fais un point un petit peu focus juridique, qu'on a abordé dans la note, hein, pour rappeler. Et d'ailleurs, maintenant, la hiérarchie des modes de traitement, c'était 3R. Maintenant, on a encore amélioré les choses récemment. Donc, le recyclage, puisque le sujet que vous évoquez, c'est celui de la réincorporation de matières recyclées, donc c'est la troisième étape du recyclage. Il est traité, mais c'est vrai qu'il soulève, pour ce qui est du secteur du
BTP, du TP essentiellement, puisque le recyclage se fait beaucoup dans les routes, hein, dans les sous-couches routières, des enjeux d'acceptation technique et des enjeux d'ailleurs sur lesquels l'administration de l'environnement revient en ce moment, qui sont des enjeux très techniques et qui sont essentiels, incontournables, qui pourront tout à fait avoir vocation à être traités dans le cadre de nos échanges, mais qui ne nous semblaient pas forcément indispensables à traiter dans le cadre des illustrations de ce matin, des questions-réponses. Mais oui, bien sûr, hein, l'enjeu technique de la réincorporation des matières premières secondaires issues de la sidérurgie, de l'incinération des déchets non dangereux dans les matériaux neufs et notamment dans les sous-couches routières, mais pourquoi pas peut-être aussi dans des blocs béton, est un enjeu technico-réglementaire tout à fait important et il y a des marges de progression importantes à faire en France à ce titre-là, par comparaison avec d'autres pays européens qui, notamment les Pays-Bas ou la Belgique, côté Flandre, qui acceptent des usages qui soulèvent encore des interrogations sur le plan administratif en France. Et donc, nous pensons que là aussi, les actions de lobbying positif et d'information et d'acculturation avec les modèles qui peuvent exister à l'étranger, dans des pays qui ne sont pas du tout du moins-disant sur le plan de la protection de l'environnement, peuvent permettre d'ouvrir ces secteurs à une plus grande performance en termes de pourcentage, puisque la France, à travers sa législation, a adopté des objectifs chiffrés. Eh bien, si on veut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs et si on veut pouvoir faire de l'upcycling et pas seulement du comblement de trous, il faut aussi pouvoir monter en gamme dans les techniques opérationnelles de recyclage à travers des usages qui diversifient la sous-couche routière. Merci beaucoup, Karl, pour ces précisions. Donc, une autre question, on aurait pu permettre d'ailleurs à Amélia de la poser directement, parce que je vois qu'elle a eu pas mal de votes. Ça concerne une cartographie de l'implémentation des plateformes de réemploi de matériaux de bâtiments. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est disponible? Donc ça, c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'interrogent sur ce sujet-là. Je sais qu'effectivement, il y a plein de plateformes à l'échelle régionale qui se créent. Voilà, après, la question de la mise en réseau et de l'identification précise de ces différentes plateformes, c'est un autre sujet. Est-ce que, Karl, vous avez, des informations plus précises sur le sujet? Alors, pas forcément des informations précises. Je confirme qu'effectivement, c'est un enjeu tout à fait essentiel de linker, de relier les démarches de recensement des plateformes qui existent. Je n'ai pas connaissance d'un système national, en tout cas, de recensement des plateformes de réemploi qui pourrait exister, d'autant plus que pour ce sujet de réemploi de matériaux, on n'est pas dans le statut de déchets, donc et puis quand bien même on serait traité par les documents de planification publics qui existent, qui sont les SRADET ou qui sont à l'échelle régionale, ils ont une temporalité de réalisation qui est longue, et donc la mise à jour des documents ne permet pas d'avoir en temps court cette information. Donc c'est un vrai enjeu, oui, effectivement, c'est de pouvoir mutualiser la diversité d'initiatives. Il y a vraiment une effervescence d'initiatives en ce moment autour du sujet. C'est plutôt très positif. Je pense qu'il faut le prendre comme étant… Là, il y a plusieurs groupes de travail qui existent. Celui de l'INEC auquel nous participons, évidemment, ils sont importants, mais il y en a d'autres au niveau national, au niveau régional. Et par conséquent, c'est vrai que c'est un véritable enjeu que d'un moment pouvoir capitaliser sur ces différents travaux pour regrouper notamment les aspects pratiques et opérationnels à travers un recensement des plateformes. De la même manière qu'il y a encore quelques années, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont intéressés aux enjeux de traçabilité, qui ont proposé, et c'est toujours le cas, je crois, leur propre solution de traçabilité des déchets dans le recyclage pour apporter de la sécurité juridique. Eh bien, de la même manière que, par comparaison, il y a une trentaine d'années, pour ceux qui ont connu cette époque, quand il y a eu, avant qu'on ait la vidéo sous le format qu'on appelait VHS à l'époque, il y a eu une effervescence d'initiatives
avec différents modèles, différents labels qui existaient, et puis finalement, le tri s'est fait progressivement. Donc je pense que là aussi, il y aura nombreuses initiatives, pour un temps encore relativement plus ou moins long, et qu'à l'issue, on pourra faire émerger ou émergera la solution privée ou publique la plus performante et la plus utile, qui permettra à chacun effectivement de disposer de ce recensement d'informations importantes, savoir quelle quantité de matériaux et de quelle nature sont disponibles à quel endroit à un moment donné. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Karl. Donc, on a une autre question qui a pas mal de votes. Benjamin, peut-être que vous voulez prendre la parole pour nous expliquer de vive voix cette interrogation que vous avez sur le cadre légal du réemploi, sur l'impact du cycle de vie. Peut-être qu'on peut vous inviter à monter sur scène. J'essaye de vous envoyer l'invitation. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Bonjour. Oui, donc je suis désolée, je suis arrivée en retard au début de la conférence, donc j'ai peut-être pas tous les éléments. Donc moi, je travaille dans le domaine des revêtements de sol, et c'est vrai que le sujet du réemploi, notamment des dalles de moquette, est un sujet qui est extrêmement présent. Je voulais juste m'assurer, enfin, si quelque part il y avait des éléments juridiques qui existaient, qui poussaient au réemploi ou qui incitaient, parce que j'ai raté cette partie-là. Et après, je suis très étonnée du fait que le fait d'utiliser de la moquette, par exemple, pour la moquette, ça peut être n'importe quoi d'autre, une seconde fois, n'a pas d'impact sur le cycle de vie. Alors, si je comprends bien, de vie du bâtiment, c'est-à-dire que vous faites la réhabilitation dans votre bâtiment, vous utilisez de la moquette qui a déjà servi, et en fait, je ne comprends pas ce qui se passe concrètement sur l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Est-ce que ça compte pour juste 0? Et donc, dans ce cas-là, la maintenance n'entre pas, ou est-ce que, je ne sais pas. Donc, je veux bien avoir des précisions là-dessus. Et puis, vous avez parlé, Karl, sur le réemploi gratuit, mais je suis pas sûre qu'il soit systématiquement gratuit, ce réemploi. Alors, ça fait 3 questions, mais c'est tout à fait effectivement. Oui, 3 questions. Tant mieux. Ouais, alors effectivement, pas de cadre légal sur le réemploi, oui, c'est vrai, vous avez raison de rebondir là-dessus. C'est une curiosité. Alors l'explication qu'on peut fournir, c'est celle dont on a fait tous le constat, hein, c'est qu'on a pris le sujet, c'est au sens large, hein, au niveau européen comme national, à rebours. En fait, on est parti du déchet, hein, et pourtant le président de l'INEC n'a eu de cesse de dire pendant de nombreuses années que l'économie circulaire ne se résumait pas à la gestion des déchets, ce qui est la stricte vérité, mais pourtant, malgré ce constat qu'on partage tous, dans les faits, on a pris le sujet du point de vue notamment juridique, hein, à rebours. Donc on est parti du statut de déchet pour traiter les sujets d'élimination, de recyclage. Et c'est vrai que le sujet du reuse, du réemploi, n'a toujours pas suscité un grand intérêt. La preuve, c'est cette définition extrêmement handicapante, j'ai envie de dire, du moins paralysante, de conditionnalité d'un usage identique. Hein. Usage identique, c'est même pas usage analogue, hein, c'est usage identique inscrit dans la directive cadre européenne et transposé forcément tel quel dans la législation nationale, et qui ne cesse effectivement, qui pourtant a été relevé par l'ADEME il y a déjà des années, qui a recommandé, avec la réputation qui est la sienne, de dire mais admettons qu'un usage proche ou analogue relève du réemploi, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, et pourtant ça n'a pas semblé faire réagir qui que ce soit, et si ce dossier devait aller devant un juge, je ne suis pas du tout sûr que le juge aurait cette approche pratico-pratique ou facilitatrice du sujet, il pourrait s'en tenir à la définition légale. Donc, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de cadre. Et les acteurs qui, historiquement, poussaient ces questions-là, c'était probablement c'est peut-être une erreur de ma part, mais des acteurs qui n'avaient pas une oreille attentive de la part des autorités compétentes, soit que c'était des acteurs un petit peu qui agissaient en dehors des sentiers battus ou avec des idées ou des exemples, des cas de mise en œuvre
pas toujours très concret. Depuis quelques mois et quelques années, c'est plus le cas. On voit que maintenant, il y a des grandes places de marché, des grandes enseignes de matériaux qui s'adressent aux consommateurs et aux professionnels qui se sont engagés dans la réparation et dans le réemploi. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué et il y a eu vraiment une pollinisation de ce sujet beaucoup plus largement. Et donc on peut s'attendre à ce qu'effectivement les choses évoluent. Mais ce constat que je viens de faire, il est partagé par mes correspondants dans d'autres pays de l'Union européenne. Ce n'est pas qu'en France qu'on a ce travail à rebours et qu'on manque de précision et d'information sur la façon d'appréhender la question du emploi. Sur la deuxième question, oui, alors effectivement, il faudrait être précis et le temps de l'intervention ne le permet pas toujours, mais la maintenance des matériaux de réemploi est comptabilisée, l'impact de la maintenance des matériaux de réemploi est comptabilisé dans l'analyse du cycle de vie. Elle n'est pas nulle, d'après le slide de l'annexe qu'on a balayé tout à l'heure, peut-être un peu rapidement. Il est prévu, je crois, en fin de slide. C'est la dernière phrase. Cependant, virgule, les impacts environnementaux des produits complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des composants issus du réemploi doivent être comptabilisés. Non, mais par exemple, je reste sur la moquette, parce que ce que je pratique, le nettoyage de la moquette, c'est pas un produit complémentaire, c'est ce qu'on appelle la maintenance, l'entretien. Je veux dire, alors, est-ce que le produit c'est pas un produit complémentaire au sens voilà, moi non plus. Je vais vous dire, moi non plus, et c'est toute la magie du droit, c'est qu'on utilise des vocables et des termes qui ne sont pas toujours très bien appréhendés et qui nécessitent parfois effectivement des documents d'application, des textes explicatifs. Donc là, on parle d'une annexe d'un projet de décret qui va être publié dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En principe, vos partenaires vigilants qui ont été consultés, parce que ces textes ils font l'objet d'une consultation restreinte et ensuite d'une consultation publique, ont pu s'exprimer sur cette question et demander au pouvoir exécutif, au ministère, de faire preuve de vigilance et de prendre en compte ce cas très précis que vous évoquez et qui est tout à fait effectivement intéressant. Je ne sais pas si ça a été le cas et je ne sais pas si ça a été accepté. Voilà, donc, il faudra suivre ça de près, mais peut-être qu'on peut faire aussi reconnaître par le ministère que cette notion de produits complémentaires, elle recouvre aussi, par exemple, les produits d'entretien nécessaires au nettoyage des produits de réemploi, ce qui me semblerait effectivement conforme à ce que vous dites, puisqu'il n'y a pas de raison de déclarer nulle l'utilisation de ces produits. Et par contre, du coup, vu qu'il y a un vrai mouvement vers le réemploi, on peut expliquer ce mouvement vers le réemploi par le fait qu'effectivement, uniquement l'entretien éventuellement serait pris en compte, mais la fabrication elle-même du produit n'entrerait pas en compte. Ce qui fait qu'effectivement, ça baisse l'impact environnemental du bâtiment de façon réelle, quoi. Absolument, voilà, c'est ça. C'est comme une optimisation fiscale, c'est-à-dire voilà, on a vraiment... Et du coup, dans cette approche-là, on est tous les interlocuteurs aimeraient avoir des FDES sur à peu près tout. Et du coup, il y a une demande sur les réemplois. C'est quoi l'impact carbone? Alors évidemment, tout dépend de la durée d'utilisation de ces produits en réemploi. La durée peut probablement être un peu plus faible. Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent sur des attentes pour avoir une évaluation de l'impact carbone? Je ne sais pas comment c'est pris en compte quand on doit avoir un bâtiment avec du réemploi. Comment c'est pris en compte, en fait, dans les éléments qu'on doit compléter, enfin, que les personnes qui maintiennent ou qui construisent des bâtiments, où est-ce qu'ils mettent le réemploi, du coup? Aujourd'hui, on est à ma connaissance, il se peut qu'il y ait des outils standardisés qui soient en voie d'adoption ou adoptés, qui relèvent, si je parle d'outils standardisés, on fait référence à des normes CEN ou des normes AFNOR, qui pourraient effectivement apporter une garantie et qui serait elle-même reconnue par un arrêté ministériel ou un règlement qui y ferait référence. Par exemple, sur la sortie de statut de déchets des matériaux du bâtiment, il y a une obligation de validation par un tiers expert accrédité ISO. Donc là, on fait appel à la normalisation pour sécuriser des processus. Mais en l'état actuel des choses, à ma connaissance, ce sont des systèmes de comptabilisation des économies carbone il y en a plusieurs, et il y a plusieurs acteurs qui communiquent avec leur propre système, qui sont partis du principe qu'il ne fallait pas attendre que tout le monde se mette d'accord parce que ça prendrait trop de temps.
Et donc, on est sur des outils de communication qui ne sont pas contestables en soi, mais qui n'ont pas, semble-t-il, la garantie d'une parfaite reconnaissance et force juridique reconnue. Mais quelqu'un m'apporte la controverse en me disant que l'ADEME a développé un outil qui réponde à votre question. Peut-être que ça peut être précisé. Ouais, c'est un vrai problème, je trouve, parce que n'importe quel produit qu'on utilise en réemploi a eu une vie précédente qui a peut-être duré 2 ans, mais peut-être duré 15 ans. Et donc, du coup, au moment du réemploi, peut-être que l'usage pourra durer 2 ans de plus parce qu'on a déjà utilisé 15 ans de produit, ou peut-être que ce sera 15 ans parce qu'il n'a servi que 2 ans. Et au final, l'impact carbone sur le bâtiment est extrêmement différent suivant la durée d'usage de ces produits en réemploi. Ouais, donc, je trouve que ça pose problème quand même dans la vraie vie derrière. Mais ça, vous résumez à travers ce cas très pratique et très concret, toute la permanente, je ne vais pas parler de difficultés parce que je ne voudrais pas voilà, il faut rester sur une dynamique positive, mais les sujets permanents que suscite ce passionnant enjeu de l'économie circulaire, et tout particulièrement sur le secteur bâtiment, travaux publics, c'est qu'il y a des nouvelles questions qui émergent régulièrement. Dès lors qu'on pousse un sujet, ça soulève des questions supplémentaires et on est effectivement en phase... on est vraiment dans une phase de construction de cette économie et de ce modèle. Ok, merci. Merci beaucoup, Benjamin. On a une autre question en lien avec justement ce sujet-là que vous avez abordé, Karl. Je peux la mettre peut-être en direct. Quand on parle d'impact, donc j'imagine c'est ce qui est souligné dans la slide, est-ce qu'on parle d'impact sur les ressources, sur le cycle de vie ou d'impact carbone? C'est vrai que ce n'est pas spécialement précisé dans l'annexe. Est-ce que dans vos différentes lectures, Karl, vous avez pu identifier Non. Précisément, ouais, c'est pas spécialement. Non, effectivement, la notion, je crois que l'annexe fait référence entre parenthèses à l'analyse du cycle de vie. Non, effectivement, je vois que ce sujet qu'on a fait le choix d'aborder en premier suscite beaucoup de questions et pour cause. Hein. C'est parce que c'est une attente de la part des acteurs intéressés dans la famille, la grande famille du réemploi, enfin de l'économie circulaire du BTP, cette question de croisement vraiment des enjeux climat matériaux et d'impact carbone. Et donc, oui, ce futur texte, dont je pense qu'on aura l'occasion de reparler dans le cadre du GT, car on ne peut pas... c'est un peu une formule de précaution que j'utilise, mais on ne peut pas répondre de manière trop fine aujourd'hui à toutes les questions qui sont posées. Je le regrette, mais voilà, c'est la difficulté de l'exercice. On voit bien qu'il y a un besoin de croiser les sujets et que cette fameuse RE 2020 et peut-être les textes qui en découleront, parce que c'est un décret et des arrêtés, mais il peut y avoir aussi d'autres textes qui les accompagnent, répond, ou du moins commence à répondre à une préoccupation importante, c'est de comptabiliser sur cette économie de ressources sur effectivement l'impact carbone ou l'analyse du cycle de vie. Oui, effectivement. Donc on y reviendra effectivement dans le cadre des réunions du GT bâtiment, c'est prévu. On a ensuite plusieurs questions qui concernent à la fois plutôt l'économie circulaire dans les marchés publics, mais aussi le diagnostic PMD. Donc on a une toute première question, de savoir si on aurait un exemple de diagnostic produits, matériaux, déchets. Un exemple précis, je me souviens dans une des réunions du GT bâtiment en octobre dernier, on a vraiment permis à certains acteurs d'intervenir sur le sujet et de faire des retours d'expérience sur alors plus la mise en place de diagnostics ressources, pas spécialement le diagnostic réglementaire. Et ils avaient pu nous présenter à cette occasion un petit peu leur façon de faire, les grilles qu'ils utilisaient, méthodologiques, etc., pour réaliser ce diagnostic-là. Donc, je pense qu'on pourrait être à même sur cette base, vous transférer à minima les présentations qui ont été faites à cette occasion pour vous donner voilà, une idée un peu plus précise de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà, il y a le diagnostic PMD, il y a le diagnostic ressources, il y a aussi des acteurs comme Batirim qui proposent des diagnostics dématérialisés. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Et donc, voilà, sauf si Karl vous voulez compléter, je pense qu'on pourra vous envoyer plus de données sur le sujet. Oui, rapidement, mais je pense que ça intéresse chacun. Je rappelle que le diagnostic PMD fait l'objet d'un texte réglementaire, un décret, un de plus,
qui est en cours d'adoption, qui a été aussi mis en consultation et dont le ministère, qui est à la main du ministère de l'Environnement et de la Construction et de l'Habitation, pour être précis, et qui va être publié prochainement. Et ce diagnostic, là aussi, très vraisemblablement, le texte ne répondra pas à tous les enjeux. Néanmoins, il y a déjà des acteurs, Pauline vient d'en citer certains, il y en a d'autres, des bureaux d'études, des marketplaces, qui proposent de réaliser des diagnostics qu'ils appellent ressources ou analogues et qui sont proches, voire très proches, du futur diagnostic obligatoire, puisque nul n'est besoin d'attendre que la loi soit adoptée pour appliquer des comportements vertueux. Donc, l'enjeu, ce sera pour ces différents acteurs éventuellement de mettre à jour un peu leur méthodologie pour être sûr de bien remplir toutes les cases administratives qui seront prévues par le décret, mais toujours est-il que l'enjeu de ce diagnostic PMD, c'est effectivement de passer d'une logique déchets à une logique ressources, et donc de pouvoir apporter cette cartographie, pas seulement par des natures de déchets, dangereux, non dangereux, ou même par des familles de substances, bois, métal, plastique, ça, mais par des familles de matériaux. Je pense que l'enjeu, qui a souvent été rappelé dans le cadre de nos échanges, dans le cadre du groupe de travail, c'est de pouvoir apporter aux acteurs des familles de matériaux et effectivement, comme ça a été dit par Benjamin sur l'exemple des moquettes, je crois, des FDES, donc des informations très précises sur l'origine des matériaux, sur leurs fiches de données de sécurité et sur, vraiment, qui poussent vers des systèmes de réutilisation, de réemploi qui vont gagner en performance. Et j'ajoute juste pour finir qu'on entend souvent aussi que ce diagnostic doit être couplé avec un autre diagnostic. Il y a encore des débats pas complètement mûrs sur la question, qui lui serait réalisé sur le matériau une fois déconstruit, proprement dit, puisque ce diagnostic PMD, c'est une photographie avant déconstruction ou démolition, et il serait nécessaire pour garantir le véritable réemploi ou la véritable réutilisation des matériaux, d'en réaliser un autre sur le gisement de matériaux une fois récupéré du bâtiment et qui ne répondrait pas aux mêmes enjeux d'information, de précision et de caractérisation. Tout à fait. Donc, je mets tout de suite sans transition l'autre question qu'on a sur le diagnostic PMD. Alors, effectivement, à l'époque, ça a été beaucoup critiqué et souligné que le diagnostic était peu réalisé par les maîtres d'ouvrage. Donc, la question est de savoir quelle est notre vision du futur diagnostic PMD, étant donné que pendant l'adoption de la loi, la question de la sanction a été abordée en cas de non-réalisation de ce diagnostic et finalement éludée. Ça n'a pas été traité. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de sanctions assorties en cas de non-réalisation de ce diagnostic. En tout cas, comme ce qu'a pu souligner Karl, c'est que son périmètre d'application a été élargi et donc est susceptible de concerner aujourd'hui plus d'opérations. Vous, Karl, quelle est votre vision en tant qu'expert de ce nouveau diagnostic PMD ? On reste encore sur un sujet très technique, mais on n'est fait que de ça. Vous l'avez dit, Pauline, le législateur, il y a eu un raté, on peut le dire, volontaire ou pas, dans l'adoption de la loi, qui consiste à ne pas avoir assorti la réalisation de ce diagnostic d'une obligation et d'une sanction. La force d'une règle de droit, c'est qu'elle emporte une conséquence si elle est méconnue. Si on adopte une règle de droit dont la méconnaissance n'emporte aucune conséquence ou qui n'est assortie d'aucune conditionnalité, qui n'a pas à être, par exemple, joint à un permis de construire, par exemple, on peut forcément craindre que ce chiffre qu'on cite souvent et qui est exact et qui est un peu déprimant, de 5% de diagnostic déchets, puisque le format actuel, c'est aussi déchets réalisés, progresse, mais de manière peut-être pas forcément très significative. Donc, oui, on peut craindre effectivement que dans les premiers temps, tout du moins, il n'y ait pas, au regard du caractère légal mais non sanctionné de cette obligation, une certaine hésitation. Pour autant, si on regarde par comparaison avec cet objectif européen transposé depuis la loi LTECV de 70% de recyclage, réutilisation dans le BTP, qui pourtant n'a pas de valeur juridique non plus extrêmement concrète, c'est pourtant devenu un vrai sujet de préoccupation de l'ensemble des acteurs. C'est un outil de communication. Et ça, peut-être que c'est ce point-là qu'on devrait mettre en avant en premier. Commercial, réputationnel, important. Et je pense que les acteurs vont être de meilleurs élèves
qu'on pouvait l'escompter, en raison aussi de la notoriété de ce sujet désormais et de l'intérêt qu'il y a à pouvoir aussi, peut-être dans les marchés publics ou dans les marchés privés de commande, de prescrire la réalisation, cette fois-ci sur le plan contractuel et non pas réglementaire, de cette formalité importante dont on est convaincu qu'elle est indispensable au bon déroulement de toutes les opérations qui s'en suivent, la cartographie diagnostique et le recueil des informations via des banques de données territoriales. Tout à fait. Donc, en parlant de marché public, c'est parfait. Ça permet de faire la transition sur l'autre question qu'on a à ce propos. Alors, je ne peux pas la mettre en direct, mais je vais vous la lire. C'est de comment faire le lien entre économie circulaire et les préconisations précises dans les marchés publics. Est-ce qu'il y a des critères d'attribution sur ce sens? Alexandre Alain, si vous voulez prendre la parole, venir sur scène et expliquer votre question, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez majeur, qu'on traite dans le document et qui fait écho à un webinaire qu'on a pu lancer sur le sujet, notamment sur l'article 58 de la loi AGEC et les différents catégories de produits et pourcentages que devront avoir l'obligation d'acheter les acteurs publics, en tout cas, acheter des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matériaux, des matières premières recyclées. Donc, c'est un vrai sujet qui monte. Il y a différents outils qui permettent aux acheteurs publics de favoriser l'implémentation de clauses, de critères dans leur marché plus circulaires, plus durables. Donc, notamment, par exemple, la clause verte, qui est assez intéressante sur le sujet. Est-ce que, Karl, vous voulez ajouter des éléments sur cette question-là, sur ce lien justement entre économie circulaire et les préconisations à faire valoir dans les marchés publics? Alors, je vais rester sur un terrain assez général, mais oui, je confirme qu'il y a un enjeu essentiel qu'on connaît tous, d'exemplarité de la commande publique, qui s'appuie sur le caractère exemplaire de la commande publique pour promouvoir l'économie circulaire et notamment dans la famille du BTP, puisque la commande publique est pourvoyeuse d'ouvrages publics et donc de BTP. Et effectivement, vous l'avez dit, Pauline, c'est à la main des acheteurs publics qui, dans la conception historique, linéaire, commerciale des choses, ont effectivement une formation et un logiciel tourné vers l'achat, la valeur, la disponibilité des matériaux. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est de croiser et d'acculturer tous les acteurs. Ce n'est pas du tout la responsabilité des acheteurs publics en soi, c'est celle de toute la société au sens large, de pouvoir intégrer les facilités ou les avantages que comporte une commande publique, non plus de pose et fourniture, mais de pose avec une fourniture qui est apportée soit par le maître d'ouvrage qui commande, puisqu'il a ses propres ressources parfois disponibles sur d'autres chantiers, soit apportée par d'autres maîtres d'ouvrage ou d'autres acteurs, pas forcément des maîtres d'ouvrage, et donc de pouvoir anticiper le fléchage des entreprises de travaux vers l'utilisation dans des proportions plus ou moins importantes de matériaux d'économie circulaire. Et ça, aujourd'hui, ça passe par des accompagnements à maîtrise d'ouvrage réalisés par des bureaux d'études, par des spécialistes qui, justement, proposent de pouvoir rendre très opérationnel et très concret tous ces bons principes qu'on évoque, souvent parfois accompagnés de compétences juridiques aussi, puisque on le voit, ça soulève des questions de sécurité et de responsabilité pour pouvoir effectivement rédiger les cahiers des charges de la bonne manière. Et il existe, pour finir, un certain nombre de clausiers qui sont déjà proposés par différentes sources pour proposer des rédactions types dans le cadre de la commande publique. Je note enfin, Pauline, qu'il y a des réponses intéressantes qui sont apportées, en tout cas une sur le chat, à la question concernant la valeur nulle des matériaux. Donc, voilà, je pense que chacun peut aussi contribuer de cette manière tout à fait, ouais. à répondre et à préciser les choses. Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez monter sur scène pour poser vos questions ou pour apporter des précisions sur des éléments qui ont été dits par ailleurs. Absolument. On va peut-être prendre encore une ou deux questions, histoire de rester dans le timing dédié. Donc, encore une question de la même personne sur la sortie du statut de déchet. Est-ce qu'il y aura une marche à suivre particulière, justement, concernant la sortie du statut de déchet des matériaux recyclés?
Oui. Oui, il faut être attentif. La fac ne l'a pas abordé. Enfin, elle a abordé la nécessité d'anticiper le cadre réglementaire. Là aussi, le sujet a très récemment évolué car il y a un arrêté ministériel qui vient de remettre à plat la procédure qui était assez complexe de sortie de statut de déchets, qui prévoyait une sortie explicite, une sortie implicite, enfin des trucs un peu incompréhensibles pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, et qu'on a expliqué et réexpliqué pendant un certain nombre d'années, et puis il y en a d'autres maintenant qui se mettent à l'expliquer et à réexpliquer aussi. C'est très bien, ça veut dire que le sujet se popularise. Plus il y a d'experts et de juristes qui s'intéressent à ce sujet, plus c'est bon signe, je dirais, de la même manière que sur vos métiers à vous, c'est aussi bon signe s'il y en a d'autres qui s'emparent de vos business models, j'ai envie de dire. Et donc, sur cette question-là, oui, l'intérêt de la dernière évolution, qui est un peu inattendue, qui est, voilà, le ministère, il ne faut jamais désespérer de la capacité de l'administration à progresser. Hein, j'espère qu'ils le prendront pas mal, mais je n'ai pas l'habitude d'avoir ma langue dans ma poche. Le ministère a fait sauter la condition de la sortie de condition qui était extrêmement limitative du passage par une ICPE pour sortir du statut de déchet. Jusqu'à présent, pour qu'une matière sorte du statut de déchet, en droit français, il fallait qu'elle passe par une installation classée pour la protection de l'environnement. Une ICPE, c'est des équipements industriels. Il y en a certains qui sont utiles. Par exemple, dans la papeterie, il y a des ICPE. Dans le BTP, il n'y en a pas toujours. Et puis, c'était surtout des ICPE. Est-ce que c'était recyclage? Est-ce que c'était tout type d'ICPE? À ce moment-là, ça ne voulait rien dire. Et donc, ça fait quelques années déjà que les acteurs avaient relevé que ce n'était pas forcément la meilleure façon de fluidifier les choses. Alors, le dernier texte qui est sorti dit il n'y a plus besoin de passer par une ICPE. En revanche, pour les déchets dangereux, là, il y a des précautions évidemment extrêmement strictes qui restent applicables, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et l'enjeu du ministère de l'Environnement, c'est évidemment historiquement et toujours de garantir que, y compris les processus innovants et vertueux, n'ont pas des effets dominos pervers en matière de santé publique et de protection de l'environnement. Donc, sur les déchets dangereux, évidemment, on ne peut pas jouer. En revanche, sur les autres, les déchets non dangereux et les inertes, désormais, il y a un processus simplifié de sortie de statut de déchets qui, effectivement, permet surtout de mettre en adéquation des pratiques, hein, puisque une matière première un produit, excusez-moi, neuf, incorporant des matières premières issues du recyclage, 5%, 10%, 50% ou plus, de fait, ça n'est pas un déchet. Ces matières premières issues du recyclage qui sont réincorporées dans un béton, dans un mortier, dans un meuble, dans un élément de gros œuvre ou de seconde œuvre, ça n'est plus un déchet de fait. Et donc, c'est la reconnaissance de manière plus simple de ces bonnes pratiques. Tout à fait, merci beaucoup Karl. Donc on a une question, c'est la première sur la fameuse REP bâtiment. De savoir s'il y a une possibilité, encore une fois, si vous voulez monter sur scène et présenter votre question de vive voix, n'hésitez pas, une possibilité de moduler donc, la future écotaxe de la REP par les acteurs vertueux. Est-ce que ça incitera à développer l'économie circulaire ? Donc là, encore une fois, sur ce sujet-là, il y a de nombreux débats, de nombreux échanges. On a fait l'année dernière quelques propositions sur le sujet de la mise en place de cette filière REP. Et il est prévu au mois de juillet de cette année qu'une consultation soit menée justement auprès des membres de l'INEC pour recueillir encore une fois vos positionnements sur le sujet et être à même de pouvoir enrichir les futurs décrets qui peut être publié justement 6 mois avant l'entrée en vigueur de cette REP, donc à peu près à l'été 2021. Karl, est-ce que vous avez des précisions, des éléments que vous souhaitez apporter sur ce sujet-là ? Ah oui, volontiers. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on a pu l'expérimenter sur d'autres REP, les emballages ou d'autres. Effectivement, la question de la prise en compte par les REP des acteurs ou des comportements considérés vertueux ou pas est une question essentielle. Par comparaison, je vais extrapoler rapidement, mais le projet de règlement européen sur la taxonomie, dont on parlera peut-être sans doute lors d'un prochain groupe de travail avec l'Institut, qui est un règlement qui classe les activités dites considérées comme vertueuses et vertes pour flécher les investissements des acteurs économiques. Donc, c'est des investissements financiers. C'est la liaison qui est faite entre la finance et l'environnement.
Et cette taxonomie au niveau européen, elle est très discutée par les ONG, par certaines d'entre elles en tout cas, qui disent mais est-ce que vraiment on peut parler du nucléaire, est-ce qu'on peut parler du bois et dans quelles conditions? Bon, voilà, c'est la même chose pour notre sujet plus étroit qui est le déchet du BTP, parce que ce qui va permettre de moduler la future écotaxe, c'est un vocabulaire un peu technique, ça va être le barème. Hein. Dans une REP, vous avez un barème amont et un barème aval. Le barème amont, c'est celui qui concerne les éco-contributeurs et qui va dire pour telle famille de matériaux, eh bien, il y a une éco-contribution de X centimes de X euros qui est chiffrée en fonction de la capacité du matériau à répondre au cahier des charges et aux préoccupations de la REP. Et après, il y a le barème aval aussi, qui est la restitution d'un certain nombre de ces sommes. Donc, dans les contributions versées par les metteurs en marché des matériaux, hein, puisque la REP bâtiment va concerner, a priori, les travaux sont en cours, les metteurs en marché des matériaux, elle aurait pu faire le choix de concerner les maîtres d'ouvrage, mais elle va désigner essentiellement les metteurs en marché, avec, comme vous le savez, pour ceux qui s'y intéressent, une condition légale de gratuité des accès des exutoires aux artisans. Eh bien, donc c'est les metteurs en marché qui payent. Eh bien, effectivement, la question, ça va être de s'assurer que dans le cahier des charges du ministère, qui est probablement en cours d'élaboration et qui va être discuté durant l'année 2021, soit bien prise en compte la hiérarchie des ressources, effectivement, car c'est la hiérarchie juridique qui, selon moi, ma compréhension, est censée pouvoir flécher la distribution des bons points. Hein, si on dit que le réemploi, c'est mieux que le recyclage dans la hiérarchie des modes de traitement, et si on dit que l'économie de ressources, c'est mieux que la consommation de ressources, eh ben, ça doit normalement se transcrire dans le cahier des charges de la REP et qui ne doit pas exclusivement, peut-être, par exemple, s'intéresser au recyclage, mais qui doit pouvoir aussi traiter et garantir une éco-contribution faible, ou du moins proportionnée, j'ai envie de dire, à des matériaux qui, bien qu'en n'ayant pas exactement des capacités de réincorporation industrielle, sont issus de forêts gérées durablement, par exemple, et bien qu'ils partent en valorisation énergétique, puissent avoir aussi une éco-contribution considérée comme vertueuse. Voilà. Donc, c'est ce genre de sujets qui sont techniques, politiques, opérationnels, et qui dépendent bien sûr aussi des rapports de force hein, au sein des différents organes de discussion qui ont été élargis hein, à travers la loi AGEC à précisément améliorer la gouvernance de ces questions-là qui doivent aboutir au niveau de modulation de la future écotaxe de la REP bâtiment. Tout à fait. Dominique, est-ce que c'est clair? Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est effectivement un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, j'ai posé tout à l'heure la question sur le diagnostic PMD et puis sur le développement, en fait, de cette pièce qui est vraiment maîtresse pour l'économie circulaire. Et en fait, je me disais que cette éco-modulation pourrait peut-être, justement, inciter au développement de ces processus nouveaux en économie circulaire et au développement de ce diagnostic. Puisqu'en fait, à un moment donné, il va falloir justement, en fait, ce diagnostic, le transformer en plan de marche et puis mesurer après les résultats concrets sur les chantiers. Vous avez raison. Je rebondis rapidement parce que je pense que le temps est déjà pas mal passé pour confirmer que l'un des gros défauts de notre société, c'est l'hyperspécialisation dans un certain nombre de sujets. Donc, on finit par ne plus savoir pourquoi est-ce qu'on se soumet à une règle. Et finalement, c'est de croiser les réglementations entre elles pour s'assurer que ce qui est prévu au titre de la REP et qui a obéi à un processus politique et opérationnel spécifique soit utile et coordonné avec ce qui est prévu au titre du PMD qui résulte d'autres choses. Et effectivement, ce serait dingue, j'ai envie de dire, qu'il n'y ait pas une fonctionnalité coordonnée des deux. Oui, absolument. Et ça, c'est le gros défaut du raisonnement qu'on appelle en silo. Hein, en France, il y a on a beaucoup de qualités en France, mais il y a la planification réglementaire, on adore empiler les normes, et on raisonne aussi en silo. Et donc, l'interdisciplinarité, et parfois des organes comme le Conseil général du développement durable, le CGEDD, ou certains ministères, Bercy joue ce rôle hein, pour l'économie circulaire, permettent précisément de favoriser
une bonne interactivité. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Donc, une dernière question avant de se quitter de Benjamin. Donc, Benjamin, vous êtes sur scène si vous souhaitez la préciser, n'hésitez pas, qui concerne toujours le réemploi. Donc, effectivement, vous évoquez que la composition de certains matériaux ont beaucoup évolué et que le réemploi de produits anciens, ça permettra de prolonger l'utilisation de produits qui peuvent avoir un impact sur la santé de ces utilisateurs. Est-ce que cette question justement de l'impact sur la santé est traitée quelque part? Je ne vais pas être assez spécialisée sur le sujet pour pouvoir vous répondre. Est-ce que, Karl, ça vous parle de votre côté? Oui, la question est posée avec beaucoup de chasteté, j'ai envie de dire. Donc moi, je vais répondre en parlant d'amiante et de plomb, mais effectivement, on a traité ce sujet parce que j'ai envie de dire là pour le coup, nos clients nous avaient soumis la question. L'INEX a aussi posé la question, bien sûr, avec ses adhérents. Donc en reprenant la table des matières du fascicule ou la galaxie des questions, quand vous pourrez lire la fac, on a abordé ces questions-là. Effectivement, il y a des législations spécifiques sur les seuils, sur la date à laquelle certaines constructions ont été réalisées et qui conditionnent effectivement la capacité, qui doivent être prises en compte. Pour aussi bien d'ailleurs le recyclage que le réemploi, même si ça ne règle pas toutes les questions, notamment sur les D3E, enfin, ou les luminaires qui ne partiraient pas en déchets mais en réemploi, mais sur d'autres sujets, c'est évidemment un sujet de préoccupation essentiel et qui, pour le coup, lui, même si les réglementations viennent d'ailleurs, est quand même traité par le législateur. Mais donc, du coup, ça voudrait dire que quand on fait que ce soit du réemploi ou du recyclage, on doit être avec le REACH d'aujourd'hui, par exemple, ou est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites, il n'y a pas de législation qui existe et ça va venir, mais pour l'instant, on est un peu entre deux et on fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Vous avez cité REACH, Benjamin, si j'ai bien entendu? Oui. Parce que, aujourd'hui, c'est ce qui réglemente l'ensemble. Mais donc, si notre produit n'est pas REACH ou si on récupère un produit qu'on va recycler qui n'est pas REACH, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui réglemente tout ça? Alors, tout dépend si vous placez sur un processus. Dans le cas des acteurs probablement comme vous qui se placent sur un processus industriel, c'est des questions essentielles, effectivement, est-ce que les matériaux ont des fiches de données de sécurité et le respect de REACH. Ouais. Pour des acteurs à l'échelon beaucoup plus territorial, local, ce n'est pas des questions qui se posent. Ah oui, ce n'est pas vérifié par les certificateurs ou les je sais pas quoi, les personnes qui vont ouvrir le bâtiment au grand public. Alors peut-être que ça a vocation à l'être, mais là aussi, dans le cadre par exemple du BIM, si j'ai bien compris, là aussi, l'interconnexion des sujets fait que normalement, on devrait pouvoir recueillir aussi la carte d'identité des matériaux qui composent le bâtiment. Mais la difficulté, c'est que de fait, on est confronté à des bâtiments qui ont parfois plusieurs dizaines d'années, le plus souvent, et qui eux-mêmes sont composés de matériaux qui ont été conçus et réalisés avec des normes qui sont obsolètes. Parfois, on a la traçabilité, parfois, on ne l'a pas. Et effectivement, on est obligé, pour rendre des choses pas trop usine à gaz et impossible, de faire des choix. Voilà. Mais effectivement, mais REACH reconnaît la valorisation. REACH n'est pas un obstacle à la valorisation des déchets, notamment dans le bâtiment. Et REACH est même, je dirais, assez tolérant sur la pourcentage des matériaux qui seraient d'origine exogène à un processus de recyclage. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Karl, Benjamin. Donc, on a fait à peu près le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées en essayant de les traiter de façon groupée dans la mesure du possible. Je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Donc, comme on vous l'a évoqué en début de session, à l'issue de cette réunion, vous allez recevoir un mail avec le replay, avec la publication. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. De toute façon, on en discutera dans le cadre des réunions du GT. On reste dans tous les cas à votre disposition pour échanger sur le sujet et l'enrichir. Comme on vous l'a dit également, c'est l'objectif de ce document, de pouvoir être mis à jour avec les nouvelles réglementations et aussi l'enrichir de nouvelles questions qu'on viendra à se poser. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Karl Henkel, également pour votre éclairage et votre expertise et votre collaboration sur ce document. Et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à toutes.
Au revoir. Au revoir. Mais...